Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, je reçois Cécile Delettré, experte marketing et e-commerce, qui a créé le réseau professionnel international au féminin. Cécile nous partage sa riche expérience à l'international, à New York, mais aussi en Allemagne, et aujourd'hui en Thaïlande. Des tips pratiques pour partir vivre à l'étranger, aux talents qu'elle a su développer au gré de ses expériences à l'international, et des sujets liés à l'environnement. Enfin, nous parlons du réseau professionnel international au féminin, qui permet de connecter les femmes à travers le globe. Merci Cécile pour ton partage, et belle écoute. Bonjour Cécile, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders pour un enregistrement donc à distance, car tu te trouves actuellement en Thaïlande, à Bangkok. Tu as un parcours super riche, international, tu as occupé des hauts postes orientés business, développement, diplomatie, trade, marketing digital, plein de choses. Je vais peut-être te laisser te présenter, tu le feras sûrement mieux que moi. Bien sûr, je te remercie Simonie, je suis ravie de cette invitation et je suis ravie aussi parce que tu es membre de l'International au féminin et donc cela illustre bien l'ouverture d'esprit et la capacité à rebondir et à diversifier ses activités qui est un petit peu notre ADN. Donc je suis à Bangkok, je suis arrivée depuis moins d'un an, mais c'est une ville trépidante que j'adore en fait. Moi-même née à Nice et c'est vraiment ma ville de cœur et d'origine. J'ai aussi eu envie de m'ouvrir sur le monde et donc de vivre dans différents pays. J'ai eu l'occasion de vivre aux États-Unis, notamment à New York où j'ai travaillé et également en Allemagne. Donc l'Asie, c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. Comme j'ai beaucoup d'activités effectivement dans le business, dans le développement, j'ai gardé un réseau dans ces différents pays et comme j'ai organisé un certain nombre de conférences sur how to do business et comment travailler pour les entreprises françaises, les PME notamment dans les différents pays, ça m'a donné aussi envie de partager les recettes du succès, les recettes qui font que sortir de ses frontières au niveau personnel et au niveau business, c'est aussi très important. Et c'est pour ça que pour le partager, il faut le vivre. Donc il faut être sur place. Voilà, donc ça c'est la première partie de mon profil. La deuxième partie, je suis également depuis toujours dans la volonté d'équilibre entre les capacités, les compétences, les skills et les opportunités entre les talents masculins et féminins. Donc j'ai créé un réseau qui s'appelle l'International au féminin parce que il faut montrer que les femmes à l'international réussissent aussi beaucoup parce qu'elles ont une capacité d'empathie, elles ont une capacité d'écoute, parce qu'effectivement les femmes elles ont une capacité de s'adapter et à l'international c'est une force puisque il faut savoir à la fois avoir la capacité de prendre du temps pour comprendre les autres cultures et puis aussi ne pas forcément se mettre très en avant, avoir de l'empathie et puis savoir être un petit peu malin entre guillemets ou maligne si on peut dire, c'est pas un très joli mot mais en tout cas pouvoir rebondir de façon différente et être créatif.
Donc on s'est rencontrés à cette occasion, Simonie. Je suis ravie aussi du parcours que tu as eu et du parcours de la communauté, puisque maintenant l'International féminin, c'est vraiment une communauté de personnes qui s'apprécient et qui s'entraident dans leurs différents niveaux, que ce soit en France ou à l'international. On en reparlera, je pense. Puis la troisième partie, c'est que je suis née dans le marketing depuis toujours, on va dire. Ça fait 25 ans notamment que j'ai monté des learning expéditions, notamment aux États-Unis, à l'occasion de différents salons professionnels. Et je suis toujours à regarder quelles sont les innovations, quelles sont les tendances et comment on peut effectivement faire un bon marketing, pas un marketing qui pousse à la consommation. Je dis ça parce que c'est un sujet d'actualité, il faut pas faire de greenwashing. Et à ce titre actuellement, après avoir et observé toujours ce qui se passe à l'international, je monte les conférences de e-marketing Paris. Donc ça va faire depuis 2015 que je réalise le programme, je réalise l'édito, je choisis bien sûr avec la directrice du salon la thématique d'actualité du salon. Cette année, je vous le révèle, ce sera le marketing du bisou et des 3 P, People, Planet, Purpose. Donc, vous pourrez regarder sur le site e-marketing Paris ce que veut dire le marketing du bisou. Mais en tout cas, c'est un clin d'œil parce que l'émotionnel, c'est aussi très important. Donc voilà, c'est la troisième partie de mon activité. Et enfin, parce que je pouvais pas éviter de faire 3 plus 1, la quatrième, c'est le Joker. Il s'agit de la passion pour la mer en tant que plongeur, mais aussi scuba diver, mais aussi en tant que niçoise et née au bord de la mer de la Méditerranée, j'ai toujours eu ce sentiment. Je suis de la génération Grand Bleu et de l'époque de Cousteau du musée océanographique de Monaco. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait protéger l'océan et la mer qui sont en danger actuellement, notamment parce que après avoir été chercher des minerais sur les différentes parties de la planète, ben maintenant, on s'intéresse beaucoup plus au deep sea et aller chercher dans les profondeurs ce qui pose beaucoup de problèmes au niveau de l'écosystème et au niveau de différents sujets, notamment l'océan assure aussi la captation de CO2. Donc on pourra en reparler, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est pour ça aussi que je me suis engagée dans la fresque du climat et la fresque du numérique pour faire comprendre les enjeux, puisque les enjeux climatiques passent aussi par la protection de notre planète et de notre environnement et des océans et des mers. Donc tu animes les fresques du climat et du numérique, hein, c'est ça? Exactement, j'anime les fresques du climat et du numérique, soit avec des ateliers citoyens, que ce soit en physique ou que ce soit en digital, à distance. C'est tout à fait possible ou je le fais aussi pour le compte d'entreprise. J'ai commencé ici à Bangkok justement. Ce qui est intéressant, c'est que je rêvais de le faire et puis finalement l'opportunité s'est présentée ici à Bangkok avec la personne qui est en charge pour tout le pays qui s'appelle Romy. Et puis ensuite, je me suis formée et j'ai mis en pratique, notamment avec le réseau international au féminin, avec la chambre de commerce franco-thaï, avec d'autres organisations et c'est très motivant, c'est très stimulant, c'est un jeu, serious game, mais aussi d'intelligence collective. Moi, j'aimerais bien en faire. J'ai pas encore pu trouver un créneau pour le faire, mais c'est dans ma to do list. Bah, écoute, il faut qu'on en organise, c'est bien d'être à peu près 8 au minimum pour apprécier, mais on peut tout à fait l'organiser, se planifier ça et on utilise un outil qui s'appelle Mural. C'est très pratique et c'est intéressant parce que, bah, justement, on peut être connecté avec une personne à Singapour, une personne en Norvège ou au Danemark, une personne aux États-Unis, trouver le bon créneau horaire et c'est bien de partager ça. Et je pense que la France a vraiment, bien sûr, il y a la COP, la COP 21 auquel on fait référence souvent,
la COP de la biodiversité qui se passe en ce moment au Canada. Mais la France a vraiment, avec ce jeu, pris un certain leadership. Le jeu est traduit en anglais et en espagnol, bientôt traduit en thaï notamment. Voilà, et ça permet, il y a un vrai intérêt des étrangers, quel que soit l'âge, pour y participer, parce que le climat, c'est quand même un sujet qui concerne la planète et tous ses habitants. Donc, à tester, à faire très bientôt avec Connecting Leaders notamment. Alors, tu as eu la chance donc de vivre et de travailler dans plusieurs pays, continents même. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences incroyables? Bon, là, tu es en Thaïlande, mais des US, même de l'Allemagne, enfin. Alors, à chaque fois, j'ai été surprise entre les idées reçues et la réalité terrain, en fait. Et les idées reçues, elles sont assez différentes de la réalité terrain. Et puis l'image des Français aussi à l'international. Alors autant on a il y a plusieurs catégories. Je pense qu'il y a les gens qui ont l'impression que la France, c'est toujours mal perçu parce qu'on voit des images des gilets jaunes qui traversent très rapidement, par exemple sur les destructions sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, qui traversent très rapidement tous les pays. J'étais au Vietnam notamment la première manifestation et ça faisait mal au cœur de voir ces images diffusées partout. Je lis le Bangkok Post maintenant et je vois que les informations aussi vont très vite. Donc il y a un sentiment de, entre guillemets, quand on quitte son pays, un sentiment assez mélangé. Donc que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Allemagne, en Europe, de temps en temps, on a un sentiment, on a quitté le pays, mais on aime bien en retenir les bonnes choses. Donc la gastronomie, la culture, le patrimoine, et on en est très fiers. Et notamment, le week-end dernier, j'animais un atelier sur la French Riviera à l'Alliance française de Bangkok pour les 110 ans, et c'était quelque chose de très intéressant. Et c'est là où je me suis aperçue que nous ne sommes pas le centre du monde. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le deuxième sentiment. Donc, le premier, c'est dire, on a quand même des choses extraordinaires, notamment quand on voit que LVMH et côté business, le luxe dans tous les pays du monde, c'est vraiment le luxe qui nous permet de dire, la France existe toujours. Parce que le luxe vraiment, et Bernard Arnault a une fortune qui dépasse celle d'Elon Musk. ça, ça fait quand même vraiment plaisir. Et tant mieux, tant mieux. Voilà. Et donc le luxe est vraiment un point commun sur l'image de la France à l'étranger partout. Et on s'aperçoit que autant on dénigre peut-être un peu le luxe en France, et les Français qui n'ont pas forcément la chance tous de pouvoir accéder à l'achat d'un sac Louis Vuitton. Enfin, certains le peuvent, ou certaines. Je pense à certaines amies qui ont fait récemment l'achat de 2 sacs et une paire de chaussures Louis Vuitton, et c'est très bien parce que ça dure. C'est un bon investissement, si on peut se le permettre. Le luxe, c'est une très bonne image, quel que soit le pays. Et ça m'a vraiment beaucoup étonnée, parce que je me disais, des pays comme ça, comme l'Allemagne, par exemple, qui sont très pragmatiques, qui sont très regardants sur leur budget, notamment alimentaire. Ils vont dépenser chez Lidl, enfin tous les modèles entre guillemets, beaucoup de modèles en tout cas, Action, Lidl et autres viennent d'Allemagne, donc ils dépensent très peu d'argent sur la nourriture. Par contre, ils sont capables de dépenser de l'argent dans le luxe, pas simplement dans leur voiture, mais dans le luxe français. En Asie, il y a énormément de queues et d'intérêt et pour les différentes Et marques, belles marques de luxe françaises, les ouais. belles marques de luxe. Aux États-Unis également, bien sûr à New York, mais partout, et les consommateurs viennent pas forcément que seulement des États-Unis. C'est une plaque tournante, donc souvent dans des pays où c'est le luxe est où l'alcool est davantage taxé, ils viennent acheter aux États-Unis, puisque c'est quand même toujours aussi attractif, hein, New York ou Las Vegas. Donc, on s'aperçoit que là, le point commun, vraiment, le luxe, c'est quelque chose dont on peut être très fier au niveau culture et au niveau business.
Après, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on regarde. La France n'est pas le centre du monde et je m'aperçois que les Thaïs ne rêvent pas forcément d'aller tous en France. Ça m'a beaucoup surpris parce que les Chinois, par exemple, ils aiment beaucoup Paris, ils aiment beaucoup Nice aussi, qui après Paris, ça vient en deuxième. Les Thaïs, ils sont plutôt à aller en Europe, mais en dehors de la France. Et ils sont aussi plus intéressés en France par Bordeaux, par exemple, plutôt que Nice, auquel ils connaissent pas grand-chose. Bordeaux par rapport au vin? Par rapport au vin, effectivement. Exactement. Même si le vin est très taxé en Thaïlande. Mais il y a une population, par exemple, de Thaïs qui sont, parce que les différences contre les idées reçues pour nous Français, c'est les différences, l'écart social en fait entre les plus pauvres et les plus riches. En France, on a un niveau à peu près pas équivalent, mais on a une classe moyenne et puis après on a quelques riches. Mais en Thaïlande, par exemple, il y a une classe de riches qui est beaucoup plus importante, donc il y a beaucoup plus d'écart et une classe moyenne très forte, très importante, qui est très consommatrice. Donc, quand on parle de personnes riches en Thaïlande, il y a quand même un grand nombre, bon, qui habitent surtout à Bangkok, mais ces personnes-là, ils ont des memberships dans des clubs assez privés, soit ils jouent au polo, soit ils jouent au tennis, soit ils jouent au golf. Voilà, ils peuvent se permettre et eux, ils connaissent le club de tennis, par exemple, connaissent l'académie de tennis qui est à Sophia Antipolis et Antibes. Donc c'est assez amusant de voir, voilà, ils vont connaître parce que c'est le tennis. Ou ceux qui sont amateurs de la Formule 1, je pense à des personnes du Cambodge que j'ai rencontrées, qui étaient aussi parmi les plus riches dans des familles d'entrepreneurs. Eux, ils vont connaître Monaco à cause de la Formule 1. Mais ils vont pas connaître forcément le reste, pas forcément le Festival de Cannes, pas forcément tout ce qu'on a et s'intéresser à Paris, mais de loin. Donc c'est assez intéressant de voir que on relativise ce genre de choses. Et pour finir sur ta question, ben le rapport d'étonnement, il est beaucoup sur en fait la partie culturelle et sociale. Et il y a un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté qui est beaucoup plus fort, par exemple aux États-Unis. Vraiment, il y a le give back to the community qui est très important. On apprend aux enfants très jeunes la notion de communauté, la notion de community service, donc c'est-à-dire d'avoir un engagement, d'aller faire de la distribution de repas pour les pauvres, d'aller planter des arbres dans la forêt, d'aller faire une marche pour une cause à Central Park, par exemple. J'en ai fait un certain nombre, d'aller faire du fundraising pour différentes choses. Donc ça, on l'apprend très tôt et cette notion de communauté est très forte. Et je la retrouve aussi d'une façon différente en Asie du Sud-Est et notamment en Thaïlande. Et c'est très différent de la France. Et par exemple, l'ego est complètement n'est pas traité de la même façon. On fait rien pour soi-même. On fait par rapport à sa communauté, par rapport au groupe. On veut pas se mettre en avant nous-mêmes spécifiquement par rapport au groupe. Alors qu'en France, on est quand même beaucoup plus tenté de faire son personal branding et de se mettre en avant soi-même. Donc, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est très différent et c'est très important de le savoir quand on travaille en entreprise aussi. Par exemple, les employés attendent à Bangkok que leur employeur les fasse grandir, les fasse évoluer et s'attendent à faire effectivement des encouragements, du respect, montrer que le personnel est important, parler avec le cœur en fait. Hein. Et donc les relations sont très importantes et la politesse est très importante. C'est la politesse du cœur en fait. Il faut adopter le bon comportement, d'autant plus que si les gens ne se sentent pas en confiance, bah, il y a beaucoup de choses qu'ils vous diront pas. Donc,
C'est très important de sentir la conscience. Puis c'est aussi très important de maîtriser sa colère. Et ça, c'est les Français, on a un peu tendance à se lâcher. Et ça passe pas forcément en fait. Et ça fait pas avancer les choses en fait. Donc même si et c'était marrant parce que dans plusieurs situations de la vie quotidienne, j'ai remarqué que les gens quand ils font une bêtise entre guillemets, on peut pas réagir négativement, eux-mêmes rigolent en fait. C'est le rire qui est la principale parade. Si, faut pas s'énerver parce que si quelqu'un vous remplace le plat qui vient de vous servir, ben en fait ça va être une grosse rigolade. Voilà, donc faut le prendre avec humour. Tu as créé le Réseau international au féminin. Est-ce que tu peux nous en parler, la genèse, quelle est la mission? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une communauté uniquement? Alors c'est un think tank en fait, un think tank de personnes qui, ont envie, de partager, des retours d'expérience. Donc de s'inspirer, de gens qui ont tenté, des actions, des activités et donc la mission, c'est d'ouvrir les chakras, de valoriser l'agilité et l'innovation et donc de d'être aussi, faire de la veille sur le monde, sur les différents, faits saillants et notamment, pour les personnes qui ont eu l'expérience de l'international. Dans un pays, quand on arrive, c'est toujours intéressant d'avoir quelques connaissances. Donc l'idée, c'est aussi de faciliter, rapidement l'intégration, donc d'avoir un réseau de personnes qui, puissent, se conseiller et puis, souvent, quand on est une femme, et qu'on arrive dans un pays, soit on a un poste de direction et très bien ou un poste tout court, soit on suit son conjoint et donc du coup, il faut pas, s'enfermer dans son «cocon» entre guillemets, familial, qui va dire: «Ben, maintenant, OK, je renonce à tout, à toute, mon activité, professionnelle, je renonce à tout ce que je peux faire». L'idée, c'est justement de se dire: «Ben, comment je vais pouvoir rebondir et prendre, cet obstacle pour une opportunité?» Donc le réseau international, il permet aux personnes, qui sont, membres et qui sont, friends and family, on va dire, family and friends, de s'ouvrir aux opportunités, de pouvoir, se dire, «Voilà, c'est pas fini, on va s'entraider pour pouvoir, donner une Oui, donc nouvelle c'est de impulsion». l'entraide, pro, perso, c'est voilà, c'est du network, Exactement, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça et concrètement, ce sont, soit des ateliers pratiques, donc on fait en présentiel ou en digital, soit des conférences, soit de learning expédition. Et on participe à des événements qui existent, déjà. Donc par exemple, j'ai fait quelques rendez-vous, sur des événements de la tech puisque je suis très branchée, j'ai été conseiller commercial extérieur de la France en charge, vice-présidente du groupe d'expertise, IT et numérique. Donc j'ai fait un peu tout le tour des salons professionnels dans ce domaine. Donc on a une forte communauté, de personnes qui s'intéressent au digital et au numérique. Donc j'ai organisé plusieurs, side events avec des femmes qui étaient pas forcément, visibles, donc des women in tech, des women sur le digital, voilà, sur des événements comme le Web Summit, comme le CES de Las Vegas. avec différents postes. Ça pouvait être des développeurs, product, Exactement, marketing, développeur, business, unit, responsable de business unit et cetera. Mais aussi dans d'autres activités. Alors, je vais pas faire du name dropping, mais, par exemple, Maëlle Gavet qui était, la patronne, elle est intervenue, quand elle était la patronne de Ozon, en Russie, l'équivalent d'Amazon. Puis après, elle a été patronne, chez, Booking.com. Puis maintenant, elle est aux US, donc dans une activité, qui s'occupe de développer les startups. Corinne Vigreux, quand elle était, qui a été la fondatrice de TomTom et qui a aussi, développé, l'école Codam, donc l'équivalent de l'école 42
à Amsterdam, donc elle est intervenue aussi. La responsable, donc quelqu'un aussi qui est en Allemagne, donc la responsable aussi de Runtastic pour le marketing, qui est une américaine qui est à Los Angeles, qui est partie vivre donc en Autriche, puis maintenant elle est en Allemagne chez Adidas. Enfin, des gens qui nous inspirent, qui nous expliquent un petit peu que la vie d'une femme à l'international, c'est un peu comme une start-up, hein, avec ses hauts et ses bas, c'est roller coaster, hein, ce qui vous arrive, ça arrive à d'autres aussi, et c'est ça qui est intéressant à entendre en fait. Hein. C'est que on n'est pas isolé, ce qu'on vit, d'autres peuvent l'avoir vécu et on peut s'inspirer des unes et des autres, et que on prend des risques et c'est bien, et que c'est là où commence l'aventure. Donc ça nous réjouit de voir que on peut traverser des périodes compliquées et puis ensuite repartir. Donc toutes ces retours d'expérience sont intéressants, et ce qui permet aussi de se dire je vais initier des choses nouvelles. Et les Français, on a un peu tendance à être les plus gâtés du monde, je dirais, mais à ne pas le savoir. Parce que les plus gâtés du monde, c'est que on a quand même pantalon et bretelles, on va dire. C'est-à-dire que on a vraiment une situation super facile au niveau, par exemple, l'éducation des enfants. Le système est gratuit. Dans la plupart des pays dans le monde, c'est cher et très cher. Hein. Deuxièmement, on a des soutiens sur la sécurité sociale, sur les frais de vie, de santé qui sont vraiment super intéressants. Quand je pense qu'aux États-Unis, si on a une césarienne, il faut hypothéquer sa maison. Ou la première visite chez le médecin pour mon fils qui avait 9 ans, c'était $600 et encore fallait y aller s'il n'était pas malade. Enfin, voilà, c'est pour donner un petit peu une vision. Et même en Allemagne, c'est compliqué de voir ne serait-ce qu'un dermato. Donc tout ça, on est vraiment gâtés. La santé, l'éducation, les soins, le chômage quand même qui couvre beaucoup de risques, le support aux startups, le coût de la vie qui est quand même assez raisonnable par rapport au reste à vivre à la fin du mois. Je sais bien qu'il y a des situations tout à fait compliquées, que maintenant il y a de l'inflation, que c'est pas si facile que ça de se loger, etc. Mais si on compare les loyers de Paris à ceux de Dublin ou ceux de Amsterdam, on va s'apercevoir que ils sont quand même beaucoup plus accessibles que ces deux grandes villes où on a l'impression que tout est plus facile. Donc en fait, on est franchement des enfants gâtés en France, et on se rend pas compte, sauf quand on sort des frontières. Donc l'idée, c'est aussi de faire comprendre, voilà, et que justement, l'idée, c'est aussi de se dire international au féminin. Et j'ai vu beaucoup de parcours des membres qui au départ étaient dans une situation salariée assez confortable, et qui ont été boostés par tous ces échanges d'expériences et conseils entre guillemets entre personnes, qui ont été boostés et qui ont dit je tente l'aventure, je fais autre chose, je me réinvente. Je suis pas dans mon cycle métro boulot dodo, je vais pas en passer encore 10 ans comme ça en attendant la retraite ou quelque chose comme ça. Je sors un peu des sentiers battus et j'ai moins peur en fait. J'ai moins peur. Voilà. Et c'est ça qui est stimulant, c'est de voir que On se sent moins seul, il y a de on se l'entraide, sent il y a moins de la seul. bienveillance. Exactement. Entraide, bienveillance et collaboration, esprit de communauté. Et du coup, ça donne beaucoup d'énergie. Quand on finit un meeting ou une rencontre, etc., on revient avec énormément d'énergie. C'est un booster incroyable. Et quelles sont les prochaines ambitions pour International au féminin? Alors, prochaine ambition, c'est justement après s'être intéressé beaucoup à l'Europe et aux États-Unis. L'idée, c'est d'aller en Asie et de rencontrer nos pairs en Asie, notamment sur la zone ASEAN, parce que on s'aperçoit que c'est beaucoup plus tolérant que certains autres pays. Et puis on veut aussi aider certaines causes, donc
d'une part, il y a ce projet de faire une learning expédition qui sera en novembre 2023, donc en ASEAN, avec des rendez-vous business, mais à la fois culturels, donc qu'on est en train de préparer. Moi-même, j'ai participé à un Global Summit of Women qui s'est tenu fin juin, et donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes et beaucoup de connexions. Et maintenant, je suis très investie dans pas mal de cercles d'influence, à la fois thaïlandais, asiatiques et internationaux. Et donc, ça me permet d'ouvrir des portes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a aussi prévu de soutenir davantage les océans. Donc, on est en train de faire des partenariats avec des associations et des organisations de préservation des coraux, et on va faire des conférences sur le sujet. Donc, ça, c'est la deuxième idée. Et on a aussi, on veut mettre en valeur tous les gens qui agissent pour le développement durable. Donc, c'est pour ça qu'on était à l'université de la Terre, qui s'est tenue à Paris le 25-26 novembre, qui était magnifique. Donc, on a parmi les membres de l'International féminin, Mylène Étange, qui a organisé cette université de la Terre. Ça fait 14 ans qu'elle est dans l'organisation, et elle a fait un travail incroyable pour aller chercher les bons sujets, aller chercher les bons speakers. Elle a fait venir les gardiens de la forêt, qui sont aussi très concernés par le changement climatique. Et toutes les conférences, d'ailleurs, sont en replay si vous voulez les écouter. Je vous invite vraiment à le faire. Elle a fait des tables rondes avec toute une équipe, bien sûr. Jacques, qui travaille bien sûr à la création de cette université de la Terre. Mais c'était vraiment fantastique, et donc on veut prolonger toutes les décisions qui ont été prises pour faire un plus, donc par des petits pas au quotidien. Donc on s'inspire de tout ça, et on veut le mettre justement en œuvre, plus particulièrement sur les océans. Donc on va mener différentes actions au fur et à mesure. Donc on vous tiendra au courant des rendez-vous. Et alors, est-ce que tu as des conseils pour, un départ à l'étranger justement? Aux US, en Allemagne, Thaïlande? Oui, alors, bien sûr, personnellement, il y a toute la partie professionnelle qui est très importante, et puis après, je pense que tout dépend. Quand on dit partir, si c'est pour un format vacances, si c'est un format volontariat, ou pour y vivre. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire le point sur qu'est-ce qu'on attend de ce projet déjà. Si on attend quelque chose qui est, est-ce que je veux une expérience qui va ensuite me permettre de rebondir sur une deuxième étape, ou si c'est une expérience de changement de vie complètement. Dire je vends mes biens en France, ou je les mets en location, enfin la solution qu'on peut trouver, et je pars pour plusieurs années. Donc déjà, c'est se dire dans quel contexte je pars et qu'est-ce que j'ai envie, sachant que moi je trouve que c'est un rajeunissement de partir à l'étranger, se réinventer, c'est un rajeunissement, oui. Tu les as toujours vécues un peu comme ça, tes expatriations? Ah vraiment, déjà, je pense que ça donne un don dont j'ai toujours rêvé, qui est la l'ubiquité. C'est pas pouvoir vivre plusieurs expériences à la fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'aspect rajeunissement, parce que se réinventer, c'est très motivant. Et la troisième chose, effectivement, ça enrichit vraiment sa propre vie, et ça enrichit ses relations. Et les relations humaines, l'homme est un animal humain, donc les relations, ça compte énormément. La socialisation. Donc je dirais la première chose, c'est vraiment de bien s'intéresser à la culture, ne pas arriver avec ses idées préconçues. Donc de suivre une formation multiculturelle avant de partir. Ça, c'est très important, et essayer d'apprendre la langue
même si, c'est pas si facile, hein. Moi, j'ai l'allemand, j'avais bien sûr fait de l'allemand au collège, mais j'avais beaucoup moins d'intérêt que parce que j'ai pas vécu en Allemagne et puis l'Allemagne pour une Niçoise, ça paraissait vraiment, le grand Nord, pas très séduisant alors que j'adore l'Allemagne maintenant que je la connais et je me suis fait des cours en allemand avec des Syriens puisque c'était à l'époque, où, Angela Merkel avait décidé, d'ouvrir, les portes et d'accueillir justement, les réfugiés syriens, donc plus d'autres internationaux, mais c'était effectivement, du travail et là, j'apprends le thaï, mais c'est aussi très intéressant, bien sûr, pour comprendre la culture. En plus, le thaï, tu as la calligraphie qui n'est pas la même. Ah oui, tout à fait et puis mais surtout, c'est la prononciation déjà. Un seul mot, avec, l'écriture phonétique identique peut, signifier 5 ou 6 choses complètement différentes. Mais c'est bien et puis c'est très stimulant aussi, d'apprendre une nouvelle langue et notamment une langue asiatique. Donc moi, je dis premièrement culture, deuxièmement, effectivement apprendre le langage, en tout cas les bribes pour se débrouiller au quotidien et c'est plus respectueux aussi des personnes en face. Rejoindre justement International Féminin, ça permet de se connecter toujours à des gens qui sont déjà sur place, ou en tout cas d'avoir des introductions. Vraiment bien regarder, ce qu'il en est de l'emploi. International au féminin, on est un peu partout. On est un petit peu partout effectivement, on a des membres dans un petit peu tous les pays. Mais surtout, si on n'en a pas dans un pays, on peut les trouver. On peut faire des introductions avec des gens qui sont déjà dans un pays et ce qui facilite Voilà, beaucoup. la force du réseau. Exactement, c'est la force du réseau, qu'on n'utilise pas n'importe comment à n'importe quel, pour n'importe quel prétexte, mais il y a une solidarité, très, très forte entre les membres et donc par des connexions, de différentes, natures. Déjà donc bien être clair sur ses objectifs, apprendre la langue, s'intéresser au multiculturel et voir ce qu'on va pouvoir faire dans le pays. C'est complètement différent si on y part pour une ONG, par exemple. Il y a des gens qui peuvent faire un volontariat, c'est-à-dire, il y a des missions qui peuvent être proposées pour 6 mois dans un pays et ça c'est vraiment un truc, astucieux à faire quand on est en France et on peut faire, un volontariat international même si on n'est pas, dans le système, des moins de 27 ans. Donc il y a ça. Le volontariat international, effectivement, pour les moins de 28 ans, c'est très bien et donc là, il faut voir sur le site Civi, quelles sont les opportunités et trouver une mission qui peut être de 2 ans et beaucoup de personnes qui ont maintenant entre 35 et 45 ans ou plus me disent que ça a été l'expérience qui les a boostés dans leur carrière et les a boostés à l'international. C'est vraiment une opportunité géniale. Il y a des postes un petit peu partout, dans le monde. Après, quand on est plus âgé, il y a possibilité de travailler, alors de moins en moins en contrat d'expat, parce que depuis que beaucoup de gens sont, maintenant, ont des compétences, que sont mon les locaux sont montés, en formation, en éducation, en maîtrise de l'anglais et cetera, il y a de moins en moins de contrats d'expat, donc il y a des opportunités, en contrat local. Il y a certains pays où ça reste quand même intéressant de faire un contrat local, d'autres où on va faire un effort sur le salaire, mais après il faut regarder le reste à vivre à la fin du mois parce que, ça peut être un pays où le coût de la vie est pas cher et que finalement le reste à vivre, même si on a un salaire inférieur, ben, il permet tout à fait de vivre confortablement. Je pense il faut bien regarder là-dessus et puis après, il faut regarder quand même, tout ce qui est, couverture santé, accident de la vie et cetera et enfin le visa et ça, le visa, c'est pas quelque chose de forcément simple parce qu'on beaucoup En de fonction gens du se disent pays, c'est ça, je dis: «Ben, je vais aller dans tel pays, il y a tel visa et voilà» et en fait, le visa aux États-Unis déjà, n'est pas forcément, facile, à obtenir. Donc il y a des visas investisseurs quand on a vraiment, ou des visas de personnes entre guillemets, «exceptionnelles» quand on a un savoir-faire. Je pense à un chercheur ou une chercheuse, des choses, vraiment spécifiques. Mais le visa est complexe parfois à obtenir. Ça peut être coûteux et même pour, des gens qui ont trouvé un job, le job et le visa sont liés. Donc si on perd son job, on perd son visa, on peut pas rester dans le pays.
Ça, c'est des choses auxquelles on pense pas. J'ai une amie québécoise qui travaille dans la banque à New York et qui avait une très belle compétence justement dans la finance. Et il se trouve que avec la crise en 2009, elle a perdu son job. Elle a été obligée de retourner au Québec et elle a jamais pu repasser la frontière. Ça a duré 2 ans avant qu'elle retrouve un boulot à New York. Donc, elle a dû faire ses entretiens à distance. À l'époque, le télétravail ou les visios étaient pas très développés, donc c'était compliqué pour faire les entretiens d'embauche. Elle avait pourtant un appartement à New York, une vie bien installée. Elle y avait vécu 15 ans, mais le fait qu'elle ait plus de job, elle avait plus de visa. Donc ça peut être assez compliqué. Puis après, il y a des situations, voilà. Donc en Thaïlande, c'est pas si simple aussi d'avoir un visa de travail, work permit. Ça peut être assez compliqué, ou en tout cas, ça peut nécessiter un investissement, même quand on crée une De la société ou part de une filiale. l'employeur, ou futur employeur, C'est ça. Il faut par exemple 4 employés thaï pour pouvoir embaucher un employé européen. Donc il y a des choses auxquelles on pense pas forcément. Singapour aussi, c'est pas si simple. Donc il faut passer souvent par des avocats qui connaissent bien. Il faut prendre plutôt des gens qui sont déjà implantés sur le pays et faire les choses dans les règles, parce que quelque part, si on les fait pas dans les règles, à un moment donné, on est rattrapé et c'est pas si facile. Donc voilà, on peut travailler, mais c'est pas si facile partout, même si on est en situation de plein emploi. Je pense par exemple en Thaïlande, c'est une situation où les jeunes Thaïs, enfin ou les moins jeunes, peuvent changer de job assez facilement. Puis après, il y a des surprises. Là, on pense à l'âge de la retraite qui va passer à 65 ans en France, peut-être, ou 64 ans. Même si actuellement les 62 ans, ça va pas se faire tout de suite. Mais en Allemagne, c'est 67 ans l'âge de la retraite depuis longtemps. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui négocient leur départ avant. Donc il faut pas se lier aux idées préconçues. En Thaïlande, par exemple, c'est 55 ans pour les femmes, l'âge de la retraite. Mais en fait, on s'aperçoit que après 55 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont à des boards ou qui sont quand même actives professionnellement, qui veulent continuer à travailler, etc., qui le font peut-être sous une autre forme. Donc, il faut vraiment se renseigner avant de partir pour affiner son projet et voir un peu la situation locale. Voilà, donc c'est ça ce sont mes principales recommandations. Mais je pense aussi que il faut apparaître comme quelqu'un qui va apporter à la communauté localement, qui va pas être là juste pour une expérience de touriste, on va dire, ou avec son bénéfice unique, mais qui va être un give back, qui va apporter un give back to the community. Et c'est pour ça que moi j'aime bien faire pas mal de choses, même si elles sont différentes et variées, pas mal de choses justement en relation avec les différentes communautés dans le pays où je me trouve. Et puis quelque chose qui nous surprend aussi en tant que Français, c'est la religion. Et ça m'a surpris beaucoup parce qu'en France, on parle pas tellement de sa religion, sauf bon sur les débats qui vont souvent apparaître comme des controverses et des choses qui peuvent être un peu des crispations et des choses comme ça. Mais ce qui m'a surpris, par exemple, quand je suis arrivée en Allemagne, quand on arrive, il faut déclarer, quand on arrive dans une ville, il faut déclarer qu'on est habitant de cette ville, etc. Et il faut rapidement déclarer sa religion parce que aux impôts, ils vont vous mettre une taxe pour la religion à laquelle vous appartenez. Donc, ils vont collecter, c'est les impôts qui vont collecter, en fait, un don obligatoire pour l'église à laquelle vous appartenez. Donc ça, c'est vraiment amusant et c'est pas une question de jugement. Il y a beaucoup de protestants en Allemagne, notamment. C'est pas une question de jugement sur, vous êtes plutôt de telle ou telle religion. C'est une question de savoir à quelle religion vous appartenez pour donner un don à votre église, en fait. Donc ça, c'est la chose qui est assez surprenante. Et souvent dans les pays, ils veulent absolument que vous ayez une religion. C'est le cas aussi en Indonésie ou en Thaïlande. Hein. Il faut absolument que vous ayez une religion. Vous pouvez pas être athée, ça se fait pas.
Donc, il faut que vous affichiez votre Donc religion. tu es obligé de cocher une case, en fait. Tu es obligé de mettre quelque chose. Exactement. Bon, moi, j'ai une religion, mais exactement, il faut choisir, ça fait partie des choses auxquelles on s'attend pas forcément quand on est français et et qui sont c'est pour ça que je disais le multiculturel est important. Puis après, il faut pas sous-estimer la partie administrative et je pense qu'en France, quand on dit, c'est compliqué, l'administration en France et cetera, je peux vous dire que dans certains pays, c'est beaucoup plus compliqué. Et on n'a pas l'impression, mais finalement en France, c'est assez simple. On pense que c'est compliqué et c'est vrai pour dans certains cas, notamment les entrepreneurs, mais pour une déclaration d'impôt, il faut prendre vraiment quelqu'un qui vous aide quand on est en Allemagne, hein, ou quand on est aux États-Unis, c'est très difficile à faire tout seul. Même si on n'a pas forcément beaucoup de biens immobiliers ou de choses comme ça, ou mais on peut difficilement le faire seul en Allemagne ou aux États-Unis. Ce à quoi on s'attend pas. En France, la plupart des gens le font tout seul, quoi. Donc même si on comprend la langue, c'est parfois très compliqué de le faire tout seul dans ces pays-là. Donc et l'administration et je pense à une amie, qui est partie, à Bali, qui est aussi dans le réseau international féminin, qui est à Bali, qui a ouvert, un centre de plongée et qui était en région parisienne et qui a décidé de faire ce pas, il y a déjà une dizaine d'années. Tous les jours, elle s'aperçoit de la complexité de l'histoire, hein, même si elle a voulu faire les choses de façon très réglo. Alors Cécile, j'aime bien demander à mes invités quels sont leurs drivers. Toi, qu'est-ce qui te fait lever le matin, pardon? Quels sont tes drivers? Le matin, je me dis que la vie est une chance. On a vraiment connu une phase difficile avec le Covid et on s'est posé beaucoup de questions justement sur notre prise de conscience de ce qu'on n'avait pas, la santé. Et bien sûr, ça m'a fait réaliser que nous avons beaucoup de chance quand nous sommes en bonne santé et que il faut vraiment ajouter de la couleur à la vie, la rendre plus belle et qu'on a que du positif à retenir. Bien sûr, je peux citer Jacques Prévert qui m'inspire beaucoup et qui dit dans une de ses citations, il y a des gens sur terre qui s'entretuent, c'est pas gai, je sais. Il y a aussi des gens qui s'entrevivent, j'irai les rejoindre. Je trouve que cette citation est très très forte et effectivement, plutôt de regarder toujours les choses qui sont négatives, essayer de faire en sorte qu'elles s'arrangent, donc faire sa part, hein, pour pouvoir arranger les situations. Et effectivement, on est dans une période où c'est très difficile, beaucoup sur la guerre en Ukraine et sur d'autres conflits, notamment pour les femmes en Afghanistan, en Iran, etc. Mais il faut continuer. J'admire beaucoup ces héroïnes qui continuent à avancer, qui continuent à vivre. Et je pense que il faut, même si c'est pas facile, il faut rejoindre ces gens qui s'entrevivent, qui continuent à avancer, qui veulent changer le monde, qui veulent changer les choses. Ça peut se décliner dans plusieurs domaines, bien sûr, au niveau également de la vie marine. Et moi, j'ai un engagement fort exprimé à travers plusieurs participations à des associations, également à travers des objets que je prépare pour valoriser la vie marine sous la marque Riviera, et aussi à travers des actions de préservation du corail et de la vie marine. Donc, je pense qu'il faut préserver notre vie sur la planète, pas simplement humaine, mais aussi la vie marine, les océans, la vie sur Terre et la nature. On a tous besoin de nature. On s'est aperçu aussi de ça pendant le Covid de façon incroyable, puisque en France, je me souviens, les parcs étaient absolument fermés. En Allemagne, c'était pas le cas où j'habitais. Et ça nous est tellement bien d'aller dans la nature. Et c'est la première chose dont on a besoin pour se ressourcer. Donc, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. C'est vraiment un bain de nature et un bain spirituel. Et puis, l'entrevivre, c'est-à-dire les réseaux et les networks. Et c'est pour ça que l'international au féminin, c'est toujours un boost pour les personnes qui y participent au rythme de leur capacité, hein, parce que certaines fois, on se voit tous les 3 ans.
Pour d'autres occasions, il y a des personnes qui viennent plus régulièrement à nos rendez-vous, que ce soit online ou en présentiel. Mais ça fait toujours du bien, on se sent boosté et on se sent entouré de personnes qui ont envie de partager des ondes positives. Et je pense que les humains, on est des animaux sociaux, donc on a besoin aussi de ces contacts et de sentir vibrer en nous cette force et cette petite lumière. Et c'est pour ça que je te remercie aussi grandement, Simonie, de mettre en place ce podcast et de partager entre nous ce genre de discussion un petit peu plus personnelle. Ouais. Merci beaucoup, Cécile, pour tout ce que tu fais, International au féminin. J'espère pouvoir venir à un prochain événement. On peut vous retrouver sur LinkedIn, International au Alors, féminin. LinkedIn, c'est un groupe privé, donc n'hésitez pas à faire la demande, que des membres, voilà, mais il y a à peu près 950 personnes et l'objectif en 2023 pour les 10 ans de l'international, c'est d'atteindre 1000 personnes sur ce réseau, sachant que il y a quand même des valeurs partagées. Donc, c'est pour ça que c'est un groupe fermé, mais ouvert à une nouvelle candidate. Et ensuite, et candidat, puisqu'il y a aussi des hommes, c'est important. Ensuite, sur Facebook, où on a également un groupe privé sur Facebook qu'on peut rejoindre. Et on peut nous suivre là tout à fait de façon verte sur Twitter avec le hashtag InFem et un tiret derrière. Donc, hashtag InFem, un tiret derrière. Et c'est l'occasion de partager avec les communautés, de voir les différentes initiatives, d'être solidaire, éventuellement favoriser des mises en introduction et puis de connaître les prochains événements, que ce soit en digital ou en présentiel. D'accord. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Alors, sur Instagram, on va recréer le groupe parce qu'effectivement, c'est des photos un petit peu plus personnelles pour l'instant. Mais il y aura sur Instagram également, prochainement. Et donc, oui, vous fêtez, il y a un anniversaire, non? Il y a un anniversaire effectivement cette année qu'on va fêter fin juin, début juillet pour les 10 ans de International au féminin. Ça passe vite, 2013-2023. Donc, suivez bien les réseaux sociaux, vous serez informés. On va bien vous suivre. Merci beaucoup, Cécile. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.